Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan de mes lectures du mois de mai. Il n'y en a pas beaucoup, mais en même temps j'ai lu quand même des grosses briques, vous allez vite voir. Donc on va commencer sans plus tarder. Je vais commencer avec celui que je n'ai plus parce que je l'ai revendu pour vous dire à quel point j'ai beaucoup aimé. J'ai lu La fin des hommes, écrit par Christina Sweeney Baird, un truc comme ça son nom de famille, qui est une dystopie slash et surtout en fait roman d'anticipation. Sur le papier, honnêtement, le roman avait de quoi me plaire parce que vous savez que j'adore ce genre d'histoire-là. Et en fait, très très vite, ça a été la descente aux enfers, si je puis dire. Parce que je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce pourquoi j'étais venue à la base. Mais très brièvement, un résumé, ou du moins le résumé officiel que l'autrice vous donne, c'est que du jour au lendemain, en fait, la moitié, enfin pas la moitié, 90% des hommes meurent à cause d'une épidémie qui apparaît comme ça. En fait, on ne sait pas d'où elle vient, mais en tout cas, il y a une épidémie qui arrive au Royaume-Uni et qui décime vraiment tous les hommes. Les femmes sont porteuses mais saines, mais donc comme elles sont porteuses du virus, elles contaminent en fait malgré elles les hommes, et donc vraiment c'est un carnage total puisque seul un homme sur 10 est immunisé contre cette maladie mystérieuse. Et donc on va suivre différentes femmes qui vont en fait tout tenter pour essayer de sauver l'humanité, si on peut dire ça comme ça, à travers le monde entier. Ça c'est en fait le résumé de l'histoire, voilà. Sauf que dans la réalité des faits, c'est, en tout cas à mes yeux, un énorme pamphlet féministe. Et ça m'a énormément déplu parce que moi j'étais pas là pour ce message politique là particulièrement. J'étais plus là pour voir qu'est-ce qui se passerait en fait si 90% des hommes disparaissaient. Et en fait j'ai plutôt l'impression que l'écrivaine essaie de nous vendre presque limite une utopie, j'ai envie de dire, parce que les femmes gèrent tellement bien la situation que je me dis c'est une utopie. Enfin, purée, si on avait fait même un truc aussi carré, limite j'ai envie de dire sur le Covid, waouh! Donc ça m'a énormément dérangée parce que voilà, en fait, la société ne s'effondre pas, c'est-à-dire que la société tient le coup. Sauf que je suis pas forcément d'accord avec ça. Alors après, je ne suis absolument pas une experte, mais de mon point de vue, si 90% des hommes, ce qui représente quand même une main-d'œuvre immense, disparaît du jour au lendemain, il y a forcément des, comment dire, des dysfonctionnements monstrueux qui impactent la société. Et puis il y a forcément, en fait, enfin je sais pas, quand je vois déjà comment les gens ont réagi face au Covid, les pénuries sur certaines choses qu'il y a eu, alors que bon, ça va, il n'y a pas 90% des hommes qui sont morts, je veux dire, il n'y a pas autant de personnes qui sont mortes, c'est un loin de là. Je me dis déjà que le bordel que ça a été, dans le sens où les gens énormément paniqués ont commencé un peu à avoir des comportements plus qu'individualistes, si là, on a quelque chose comme ce qui se passe dans le roman qui arrive, pour moi c'est la panique totale, c'est l'anarchie, c'est un peu chacun pour soi, tout le monde fait n'importe quoi, panique des valises, tout ce qu'il y a dans les supermarchés, etc. On a des pénuries monstrueuses justement, même alimentaires ou autres, parce que malgré tout, bah, il y a énormément de main d'œuvre qui n'est plus là. Et puis même surtout les hommes, je veux dire, dans certains métiers justement qui seraient très énormément nécessaires pour justement gérer ce genre de crise, donc par exemple les policiers, les pompiers, mais aussi tout ce qui est extrêmement important comme les électriciens ou ce genre de choses où il faut quand même continuer de gérer, de réparer dès qu'il y a des dysfonctionnements, etc. C'est majoritairement des hommes qui font ce travail-là. Et de se dire, bah non mais ça va, c'est pas trop le bordel au début, il y a des petits problèmes, des petits, voilà, des petits manques de ci ou ça, mais on tient le coup, personne est en train de crever de faim ou de ci ou de ça va. Et puis surtout, très vite, on forme les femmes sans problème à remplacer les hommes à faire ces métiers-là. J'ai trouvé ça un peu trop facile et ouais, non, je sais pas, j'ai pas trop aimé. En fait, je pense que ce que voulait dire l'écrivaine, c'est que les femmes peuvent plus ou moins faire ce que font les hommes aussi, quoi, qu'elles peuvent aussi faire les mêmes choses. Mais en fait, par rapport à comment c'est présenté et l'échelle et la vitesse, enfin, je sais pas, j'ai pas du tout accroché. Et puis au-delà de ça, c'est que j'ai trouvé que c'était très maladroit de la part de l'écrivaine parce que en fait, au final, toutes les femmes qu'elle nous présente, à part peut-être une ou deux femmes, mais oh tiens, bizarrement, ces femmes-là, on les voit quasiment jamais dans tout le roman, ce sont des femmes blanches privilégiées,
C'est-à-dire vraiment des femmes qui, elles-mêmes de base, ont des statuts très élevés dans la société. Donc, pareil, le fait que on n'ait que des femmes très privilégiées qui ont beaucoup d'argent, des métiers très haut placés, je me suis dit, ok, et quid des femmes, par exemple, en bas de l'échelle, en fait, enfin, ces femmes-là, enfin, elles deviennent quoi? Parce que nous, on montre que des journalistes et ci et ça, mais la femme qui est au SMIC, il se passe quoi pour elle? Enfin, ou les minorités, par exemple, parce que la seule minorité qui est abordée sont, en gros, enfin, la communauté LGBT. Voilà, il n'y a que de eux dont on parle et dont on se soucie. Mais les autres minorités, bizarrement, pareil, ça disparaît. Pareil, on ne parle que de certains pays, c'est-à-dire que par exemple, des continents comme l'Afrique, on s'en fout, on n'en parle pas. Ou même l'Amérique du Sud encore. Donc je trouve ça très facile de l'écrivaine de choisir un peu de qui elle parle. Enfin bon, il y avait des trucs comme ça, j'ai trouvé ça très incohérent. Et puis surtout, je me suis dit, oui, bon, on voit ce qui t'intéresse, quoi, au final. Ou en tout cas, qui t'intéresse. Sachant que l'écrivaine elle-même est dans le droit. Enfin bon, je pense qu'elle-même vient d'un milieu assez privilégié, quoi. Et puis surtout, ce que j'ai pas aimé, c'est que donc c'est 100% féminin parce qu'en fait, les hommes qui donc disparaissent pour quasiment tous, qui se retrouvent au final à être une minorité, sont réduits au silence. Vraiment, ils sont réduits au silence. On n'a pas leur point de vue. Le seul point de vue qu'on a d'un homme, c'est à un moment donné celui d'un adolescent, et ça dure 5 lignes. Voilà, c'est tout. Sinon, on ne sait pas, on ne peut pas avoir leur point de vue. Par contre, on a le point de vue des femmes sur les hommes, et les pauvres hommes prennent cher. Vraiment, toutes les remarques, toutes les critiques qui se prennent en lien avec le patriarcat, ouais, avant, c'était comme ça et tout, et nana, mais nous, les femmes, voilà, et puis nous, on va vous prouver ce qu'on peut faire. Enfin, et en fait, moi, j'ai pas trop aimé parce que j'ai trouvé que c'était un peu puéril, et au final, en fait, pour moi, c'est pas ça le féminisme. Pour moi, le féminisme, c'est l'égalité des deux sexes, et puis surtout, en fait, enfin, pour moi, c'est l'égalité et comment dire, l'absence de distinction entre les deux sexes, limite, j'ai envie de vous dire, parce que moi, jamais je me dis, oui, moi en tant que femme et toi en tant qu'homme, enfin, je sais pas, j'en ai rien à faire de si c'est une femme ou un homme qui fait tel ou tel truc, enfin, je fais pas attention à ce genre de choses, je suis pas obsédée en tout cas par ça, je sais pas. Mais l'écrivaine, en l'occurrence, l'est. Le seul point positif à la limite que j'aurais à dire, c'est justement le fait que, et je sais pas si c'est fait exprès, si c'est volontaire de la part de l'écrivaine, c'est juste ça qui est un peu ambigu, c'est que au final les femmes prennent le pouvoir, mais en fait on bascule en fait d'une société patriarcale à une société matriarcale, et en fait bah elle a énormément de défauts aussi, et donc au final je sais pas si le message de l'écrivaine est donc de montrer que au final il n'y a pas de bonne ou de mauvaise société, genre les deux ne vont pas, en fait, il faudrait trouver un juste équilibre, et que justement, est-ce que c'est cette société un peu capitaliste qui fait que, quoi qu'il arrive, on ne pourra pas avoir une société justement bien équilibrée, qui aura forcément bah, des dérives, puisque la société matriarcale fait aussi des choses franchement très douteuses, qu'au final on se dit, ouais, bon, vous parliez des hommes, mais vous les femmes, là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ou est-ce que en fait c'était pas vraiment forcément la volonté de l'écrivaine, et elle-même n'était pas trop consciente de ça? Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas du tout. Quoi qu'il en soit, j'ai été énormément déçue parce que j'avais juste l'impression qu'elle était là à critiquer les hommes à longueur de temps et à vouloir montrer que les femmes, elles sont fortes, les femmes ci, les femmes ça. Et en fait, ça me saoule. Enfin, c'est fatigant ce genre de discours parce que je trouve qu'au final bah ça aide personne, et au final même ça c'est juste se tirer une balle dans les pieds en fait. On passe à la lecture suivante, et alors là c'est beaucoup plus court. J'ai lu Une bête au paradis de Cécile Coulon, qui est je sais pas comment le définir, un roman noir, psychologique, thriller, pas sûr. En fait c'est un peu particulier, mais pour l'histoire, en gros ça se passe au paradis, qui est une ferme. Voilà, et on a Émilienne, qui est une vieille dame qui y vit avec ses petits-enfants, donc Blanche et Gabriel, parce que leurs parents sont morts dans un accident de voiture. Et en fait, toute leur vie se résume au paradis, vraiment. Ils sont vraiment enracinés dans leur ferme, voilà. Et avec eux, il y a un homme dont j'ai complètement oublié le prénom. Donc on a un homme qui a été recueilli par Émilienne, mais je vais retrouver son prénom, qui donc va au final plus ou moins vivre à la ferme avec eux, parce qu'en fait donc lui se faisait battre par son père, etc., et en fait Emilienne a fini par juste le recueillir,
Et donc c'est devenu un peu sa famille adoptive, et lui il reste là, et donc il travaille à la ferme avec eux, et bref. Donc il y est depuis très très longtemps, ce monsieur. Et il est plus vieux que Blanche et Gabriel. Je crois qu'il a 10 ans de plus, quelque chose comme ça. Louis, c'est ça, c'est Louis. Oui. Et Louis, il est un peu particulier parce que quand même, il a une enfance assez traumatique, enfin traumatisante. Et il n'a jamais eu vraiment de relation non plus, notamment amoureuse. Donc il a un peu des fantasmes assez dérangeants sur Blanche, surtout que Blanche est beaucoup plus jeune que lui, et puis notamment les mineurs, mais bref. Et donc on va suivre un peu leur évolution à ces personnages-là, et notamment Blanche qui va rencontrer son premier amour, Alexandre. Et en fait, l'histoire avec Alexandre va lui briser le cœur parce qu'en fait, il va y avoir après le passage justement aux études supérieures, et Alexandre, lui, il veut partir du village où ils vivent pour poursuivre des études, et en fait, il n'est pas prêt à rester à la ferme avec Blanche, même s'il l'aime, lui, il veut suivre ses rêves en gros. Ce qui brise donc le cœur de Blanche, Blanche qui se renferme énormément, qui continue donc de travailler dans cette ferme. Et puis en fait, ce qui se passe, c'est que des années et des années plus tard, je crois peut-être 10 ans plus tard, quelque chose comme ça, Alexandre est de retour. Et je vais pas en dire plus, parce que sinon ce serait du spoil. Mais c'est un roman sombre, dans le sens où on a des personnages clairement qui ne respirent pas la joie de vivre. Et puis surtout, là on est dans le contexte justement d'agriculteurs. Et donc la vie est très dure, c'est beaucoup de travail pour au final très peu de rémunération. Et, et en fait, ce bouquin m'a déçue. Parce que justement, par rapport à cet aspect-là, justement de l'agriculture, je trouve que Cécile Coulon reste énormément à la surface. Et qu'en fait, elle aurait tellement plus pu développer ce point-là, cet aspect-là. Mais en fait, j'ai l'impression que soit elle avait la flemme, ou soit qu'en fait, elle n'en était pas capable. Parce qu'au final, je me rends compte que même pour la langue des choses cachées, en fait, elle reste énormément à la surface des choses. Elle va pas réellement dans, justement, le dur, quoi. Elle lance pas dedans. Et alors, elle essaye de faire un peu de poésie, d'être un peu, voilà, proposer des métaphores, des images. Mais au final, comme c'est mon deuxième roman, cette fois-ci, ça a pas trop marché. Et donc j'ai eu du mal. Et puis elle aime bien quand c'est dark et quand limite c'est parfois un peu sanglant ou horrible, hein. Dans la langue des choses cachées, c'est pareil. Il y a des scènes qui, bon, se relèvent de l'agression sexuelle ou de trucs comme ça, ou de mort, hein, sans donner plus de détails pour ne pas spoiler. Et là, donc encore, on a ça, mais en fait, limite, j'ai trouvé que c'était juste un peu trop cru, voire comment dire, je trouve pas le mot que je veux dire, mais enfin c'était trop, too much, et c'était limite un peu caricatural. Je sais pas, en fait, je me suis dit tout ça pour ça, enfin pourquoi, quel est le but derrière ça en fait, enfin je sais pas, j'ai eu du mal avec ce bouquin au final. Et c'est dommage parce que j'avais bien aimé la langue des choses cachées, mais en fait, là, ce deuxième roman me fait réaliser que en fait, on reste à la surface et que c'est pas si fou que ça au final. C'est horrible dit comme ça, mais je sais pas, j'ai pas trop accroché. Et puis la fin, en fait, la fin aussi, je me rappelle, j'étais là genre mais d'accord, d'accord. En fait, on aurait dit un film d'horreur américain, mais pas très bien réalisé ou un peu bizarre, quoi, on va dire. Bon. Et enfin, dernier roman que j'ai lu, encore une brique. J'ai lu le tome 2 d'Absolu, donc Les Mobilisés, sauf que cette fois-ci c'est Les Effacés. Le tome 1 c'était Mobilisés, là c'est Les Effacés, donc écrit par Margot Dessen. Donc une dystopie young adulte. Je vais vous mettre le lien vers le premier tome que j'avais lu, que j'avais beaucoup aimé. Et ce tome 2, je l'ai bien aimé, mais peut-être pas autant que le tome 1. Pourquoi ? Parce que il y a des choses qui m'ont moins plu, et en fait ça m'a rappelé plusieurs dystopies que j'ai déjà vues. Par exemple, je vous fais pas le résumé là parce que sinon c'est du spoil par rapport au tome 1, donc je fais pas de résumé. Mais par rapport à quasiment la moitié du roman, j'ai trouvé que c'était trop lent, parce qu'en fait il se passait rien, honnêtement, en termes d'action. C'était beaucoup de
contextualisation, où voilà, on explique en fait, parce que chaque personnage est dispersé, si vous voulez, plus ou moins. Et donc, on voit chacun où est-ce qu'il est, qu'est-ce qui se passe pour lui, un peu la mise en place de, ok, donc là, l'endroit où est-ce qu'ils se sont retrouvés, qu'est-ce qui s'y passe, la manipulation qui est mise en place ou pas, la rébellion ou pas. Mais en fait, c'est que du blabla et il se passe pas grand-chose. Et en fait, ça m'a rappelé le tome 2 de Divergente énormément. Donc bon, voilà. On a des nouveaux personnages qui arrivent, notamment, et pareil, ça m'a fait penser à... c'était Insaisissable. Je crois que c'était Insaisissable la trilogie. En tout cas, le tome 1, c'était Ne me touche pas. Et ça m'a fait penser à ça, en fait, de Taïri, ma fille. Où on a, en fait, un personnage méchant, mais qui est très ambigu avec l'une des héroïnes. Un peu, on se demande si il n'est pas amoureux, mais intéressé en tout cas par la personne attirée, parce que à la fois il se comporte comme un méchant, mais en même temps on dirait qu'il montre de l'intérêt dans son attitude. Mais en fait, j'ai trouvé que c'était un peu malheureusement pour le coup un peu cheap, enfin pas très bien fait, ou en tout cas un peu trop caricatural. Et j'ai pas trop accroché, j'ai plus trouvé ça gênant qu'autre chose. J'étais là genre mais c'est quoi cet homme là, t'es juste gênant, rentre chez toi. Enfin bon, mais je pense que c'était pas du tout ce que l'écrivaine voulait susciter. Je pense qu'elle voulait susciter justement chez le lecteur un peu ce truc de c'est un méchant, mais en même temps enfin je sais pas, enfin mais moi ça a pas du tout marché. J'étais là genre oh non c'est bon, rentre chez toi, au secours, j'en ai marre, on passe à autre chose, un autre chapitre. Donc ça aussi ça m'a pas trop plu. Cependant et heureusement, à partir justement de la moitié du bouquin, on entre dans l'action et là en fait ça s'accélère énormément et jusqu'à la fin du roman pour le coup on n'a que de l'action. Donc ça j'ai aimé parce qu'au moins ça bouge. Et puis pour le coup il y a eu pas mal de rebondissements et des choses que je n'avais pas forcément anticipées, on va dire, ou en tout cas que je n'aurais pas pu deviner. Je suis très curieuse de savoir ce que ça va donner justement la suite et le dernier tome en fait du roman, parce que j'ai encore plein de questions en suspens sur certains personnages, notamment leurs liens familiaux, et aussi sur l'avenir de certains personnages, même si pareil, encore une fois de plus, c'est un peu cliché en fait ce qui se passe, notamment avec Prime, où on se demande est-ce qu'il va basculer du côté obscur de la force ou pas, mais bon. Après c'est malheureusement et heureusement des schémas narratifs qui marchent, donc forcément c'est assez fréquent et récurrent dans ce genre d'histoire. Donc à voir. C'est pour ça que je vous dis j'ai bien aimé, mais quand même moins que le premier, parce qu'il y a plein d'éléments qui m'ont un peu dérangée, ou en tout cas j'étais moins à fond dans le roman parce que ça devenait un peu plus cliché et limite du coup je trouvais que ça perdait un peu de son authenticité, que vraiment le tome 1 je trouvais se démarquait quand même beaucoup des autres univers. Le tome 2 j'ai trouvé il y avait quand même encore plus de parallèles au final que je pouvais faire avec d'autres romans ou en tout cas d'autres schémas. Je sais que j'ai trouvé que certaines réactions des personnages ou choix des personnages, c'est pas que c'était pas cohérent, mais je me suis dit c'est... En fait là dans ce tome 2, le côté young adulte est ressorti à mort, beaucoup plus que le tome 1, et où vraiment j'ai compris que ouais, c'est vraiment pour un public quand même jeune. Et donc, en vieillissant, le young adulte m'attire de moins en moins, et donc là, j'ai vraiment compris que oui, bon, c'est pour un jeune public, quoi. Je vais m'arrêter là, donc pour mon bilan lecture, parce que j'ai pas d'autres romans à vous présenter. Il y en a un que j'ai commencé, alors c'est pas techniquement un roman, c'est un recueil de nouvelles et de contes de Nathaniel Hawthorne. Sauf que je l'ai pas fini, donc je vais pas vous en parler. Mais même si je l'ai fini, je sais pas si je vous en parlerai, parce qu'en fait c'est pour l'agrégation, donc à voir. N'hésitez pas dans les commentaires donc à réagir sur cette vidéo. Est-ce que vous avez lu certains de ces romans-là ou pas, et est-ce que vous partagez ou pas mon avis? Et puis surtout, quelles sont vos lectures à vous, hein? Qu'est-ce que vous avez lu en mai? Est-ce que vous êtes plutôt positif quand même? Vous avez bien apprécié vos lectures? Ou est-ce que, comme moi, il y en a eu certaines qui vous ont pas trop plu ou qui vous ont un peu dérangé? On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao!